Bonjour. Dans le cadre du retour d'Expo, je vais vous présenter un peintre espagnol, Joaquín Sorolla. Bon, mais avant, je vais vous dire quelques mots sur l'atelier. Bon, cet atelier, Retour d'Expo, a été initié il y a à peu près 2 ans par Geneviève Selaï, qui est énormément investie. Bon, cet atelier a pour but de vous faire partager un coup de cœur qu'un ou une d'entre nous a eu au cours d'une exposition ou de la visite de musée. Ce n'est bien sûr pas un travail de spécialiste et je suis moi-même vraiment pas spécialiste de Sorolla. J'ai pris un plaisir certain à préparer ce travail, mais j'en mesure aussi les limites puisque Sorolla a été un peintre particulièrement productif. Le nombre de tableaux qu'il a peint est très important. Il a eu aussi une vie très riche de rencontres, d'événements. Il a exposé, pas dans le monde entier, mais dans beaucoup d'endroits. Et pour faire ce travail, j'ai dû faire un choix qui est, comme tout choix, partiel, mais il est aussi partiel. Bon, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Sorolla? Il y a eu deux événements dans ma vie autour de Sorolla. C'est il y a quelques années, Pierrette Cubero, dans le cadre des activités qu'elle avait à l'université, nous avait parlé, mais avec grand brio, de Sorolla, et j'avais été vraiment intéressée. Et puis, quelques années plus tard, nous avons fait la connaissance d'un journaliste de Heraldo, de El Heraldo, Ricardo Vasquez, et qui lui était vraiment passionné par Sorolla. Et il nous disait, bien qu'habitant Saragosse, 7 ou 8 fois par an, il prenait le train de grande vitesse. Elle avait pour aller passer la journée au musée Sorolla. Et moi, j'étais vraiment étonnée devant une telle fidélité. Et alors que nous, quand nous allions à Madrid, on allait au Prado, mais nous n'allions jamais visiter le musée Sorolla. Et bon, et dès que j'ai eu l'occasion, je suis allée visiter le musée Sorolla. Bon, Joaquín Sorolla, vous voyez, 1863-1923, a été surnommé le peintre de la lumière. Il a été surnommé très tôt, et il est encore appelé le peintre de la lumière. Voilà un de ses portraits, décidément. Un de ses portraits, une photo, il avait 20 ans. Voilà. Alors, Joaquín Sorolla Bastida est né à Valence, dans l'antique quartier des pêcheurs. Son papa était commerçant, hein. Mais dès l'âge de 5 ans, il fut orphelin de père et de mère. Ses parents sont morts du choléra à 2 ou 3 jours d'intervalle. Il fut élevé, lui et sa petite sœur Concha, par un oncle et une tante qui étaient serruriers. Et très tôt, on a tout de suite remarqué sa passion pour le dessin et ses dons pour la peinture. Et son tuteur accepta qu'il suive une formation auprès du sculpteur Gaetano Capus, puis plus tard à l'Académie Santa Clara, mais à condition qu'il apprenne parallèlement le métier de serrurier. Bon, de cette époque datent 2 tableaux qui lui valurent de prix. Bon, on va en voir un là. Un arabe examinant una pistola. Alors la scène se passe à Tétouan. Tétouan qui à l'époque était un protectorat espagnol. Et
il commençait à y avoir des problèmes. Bon, quelles influences on peut trouver dans l'œuvre de Sorolla? D'abord, Sorolla, pour gagner, lorsqu'il faisait ses études, pour avoir un peu d'argent de poche, il est allé travailler chez un photographe et décorateur de talent qui s'appelait Antonio Gracia. Et ce photographe l'a embauché pour retoucher et coloriser ses photos. Et là, Sorolla va découvrir un monde qu'il ne connaissait pas, et l'instantanéité de la photo l'a beaucoup intéressé. Et plus tard, on dira que les tableaux de Sorolla sont des instantanés. Lorsqu'il le put aussi, il alla au Prado et il se mit à copier frénétiquement El Greco, Rivera, Goya. Il copiait les tableaux, mais il était surtout intéressé par Velázquez, et il a essayé de percer le problème de la lumière des tableaux de Velázquez, et en particulier la lumière sur les visages. Et ça sera pour lui, ça sera une préoccupation de l'étude de la lumière de toute sa vie de peintre. Il y a, à Valence, il y avait tout un tas à l'époque de peintres qui venaient, dont Pinasso, qui vint s'installer en 1881 à Valence. Et alors on disait de la peinture de Pinasse que la couleur dominait la forme. On le disait proche des impressionnistes français. Plus tard, Pinasse reprocha à Sorolla son instantanéité, et lui disait qu'il ne pouvait pas l'éviter compte tenu de son habileté picturale. Emilio Salas aussi allait beaucoup influencer Sorolla. Alors, Emilio Salas avait aussi une grande préoccupation pour la lumière et une admiration pour Velázquez qui a fait que Salas et Sorolla ont été unis pour la vie. Alors, on pense que si Pinasso influença la première partie de la peinture de Sorolla, et Emilio Salas a influencé la deuxième partie de son œuvre. Voilà. Bon, la députation provinciale de Valence, c'est-à-dire c'est l'équivalent, je pense, de notre conseil régional, lança un concours qui permettait aux lauréats d'aller étudier la peinture et le dessin à Rome. Bien sûr, Sorolla y participait et il gagna le premier prix avec ce tableau qui est imposé. C'est El Grito de Palliester. Ce tableau évoque l'épisode de la rébellion anti-française. Ici, c'est Vincent Domenac qui était le leader de cette rébellion. Vincent Domenac, on l'appelait El Pellister. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. Il harangue la foule. La scène se situe à la Lonja, au marché de Valence. Alors, un biographe de Sorolla dit à partir de sur ce tableau, notez les efforts sur les chemins du naturel, sans faux semblant ni conventionnalisme, l'amour de l'air libre, qui donne beaucoup de naturel à la Costa Viva, la côte vivante. Alors, en arrivant à Rome, il se présenta à Francisco Padilla y Ortiz, qui était le directeur de l'école de peinture espagnole à Rome. Et c'était un peintre de faits historiques.
Alors il dit, j'avais besoin d'un régulateur de quiétude et je l'ai trouvé chez Padilla qui a tempéré mon impétuosité. Alors il lui a demandé d'étudier le dessin d'une manière stricte, mais tout opposé picturalement tout opposé Sorolla et Sorolla et Padilla, parce que Padilla a été opposé à la tendance naturaliste, c'était un peintre du détail, et surtout un peintre des, des événements historiques. Alors, à Rome, Sorolla visite les monuments et musées, mais il est très déçu par la peinture, parce que ce qu'il trouve à Rome ne l'inspire pas. Alors, il fit la connaissance de monsieur qui s'appelait Rill, et qui vivait aussi en France, et il arrive en France, et là, il vint à Paris et il y passa 6 mois. Là, ce fut l'éblouissement. Il a découvert la peinture moderniste, il a travaillé énormément, il dessinait sur les carnets tout ce qu'il voyait dans les cafés, dans les boulevards. Il est rentré en contact avec l'école de Fontainebleau et il a assisté à la rétrospective à l'hôtel de Chimay de Jules Bastien Lepage. Il fut impressionné par son œuvre et aussi parce que il était le peintre de plein air. Vous voyez, regardez le réalisme de cette scène. Et Soro, il avait 22 ans et vraiment, il n'était pas satisfait de l'enseignement académique qu'il recevait à Rome et en plus là, il voyait qu'à Paris, il y avait des choses qui convenaient mieux. Il fut aussi impressionné par une rétrospective qu'ils avaient aux Tuileries de Menzel, qui à l'époque était considéré comme un peintre majeur de son siècle. Et c'était un peintre qui était le chroniqueur de la vie berlinoise. Et sa palette était intense et hallucinante de vérité, disaient les critiques. Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est une procession. Alors là, Sorolla a pris conscience du désir de renouveau de Paris, alors que Rome se perdait dans l'admiration de sa splendeur passée. Bon, mais il a dû retourner quand même à Rome. Il a dû retourner à Rome et là, il se mit à visiter l'Italie, mais il devait envoyer régulièrement des œuvres à Valence pour justifier des progrès et pour pouvoir continuer à avoir sa bourse. Alors, il a envoyé des petits tableaux, des huiles, des tableaux réglementaires. Hein. On les trouva peu conformes au règlement. On dit que c'était des réactions à punte, des belles esquisses, mais pas un travail de pensionnaire. Alors, voulant participer à l'exposition nationale de 1887, il se mit à réaliser un immense tableau intitulé L'enterrement du Christ. C'est un tableau qui faisait 7 mètres sur 4. Ça, c'est pas le tableau, hein, c'est une esquisse que je vous montre. Et il mit 1 an et demi à le peindre. Et ce fut un tollé parmi les critiques. On trouvait qu'il y avait trop de lumière, que la Vierge paraissait avoir moins de vie que le cadavre du Christ. Enfin, les autres peintres le soutinrent quand même, mais alors qu'il attendait le premier prix, il attendait la médaille d'or, il eut un prix d'honneur. Alors, il fut tellement dépité qu'il détruisit le tableau. Ça, je ne peux pas vous le montrer. Et on en a retrouvé quelques fragments récemment. Bon, alors, il quitta Rome pour aller s'installer à Assise et pour toucher sa pension, il fit des œuvres conformes à ce qu'on attendait de lui.
en particulier celui-là, là, El Padre protegiendo a un loco, le Père Joffre protégeant un fou. C'est l'histoire vraie hein, d'un prêtre de l'ordre des Mercédaires qui protège de la lapidation un débile mental. Ce père fonda ensuite un hôpital, l'Hospital del Fols, c'est un hôpital psychiatrique. Alors, il put continuer à avoir sa bourse et après un passage à Valence pour se marier. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que quand il a travaillé chez le photographe, il est devenu amoureux de sa seconde fille et cet amour a continué. Et il se mit à peindre des tableaux pour pouvoir vivre. Sorolla ne fut jamais amoureux du détail, de cette perfection de quelques peintres avaient triomphé au XVIIIe siècle. Et Jaubert, qui était un marchand, lui acheta des tableaux. Et sa femme, Clotilde, en bonne maîtresse de maison, notait tout sur des petits carnets. Et ceci est très intéressant parce que ces petits carnets ont été retrouvés, donc on connaît les marchands, les œuvres vendues et les clients aussi. Après un retour à Valence, la famille pense qu'il faut il s'installe avec Clotilde à Madrid parce que ils avaient une vie culturelle plus intense. Alors avec toutes les esquisses, les dessins, les croquis qu'il avait ramenés de Paris, il réalise des tableaux dans voilà le café de Paris et ces tableaux ont eu énormément de succès, en particulier celui-ci, qui est le boulevard de Paris. Donc, la critique était particulièrement élogieuse. Pendant cette période aussi, la famille s'est agrandie. Sa première fille, Maria Clotilde, est née en 90, son fils Joaquin en 92 et la dernière, Elena, en 95. Mais pendant cette période, il peint encore des tableaux qui lui permettent de vivre. Alors, il va rester 3 ans à Paris et ensuite, après, il retourne à Valence et là, il rentre en contact avec le poète Blasco Ibáñez et, et, et avec le courant républicain espagnol qui était dirigé à Valence par Blasco Ibáñez. Vous voyez une photo de Blasco Ibáñez et vous voyez la devise hein, je suis républicain, bien que modeste et ignorant, j'appartiens à cette classe de fous qui annonce des utopies qui se réaliseront le jour suivant. Alors, vous voyez même là le drapeau républicain. Et ici, Sangria Renae, quand on a fait de l'espagnol, tout le monde a lu le livre. Et alors là, il va mettre ses talents de peintre, pardon, au service de cet idéal républicain. Et alors le peintre a peint des tableaux de réalisme social proches des romans de Blasco Ibáñez. Sorolla a mis son art au service de cette cause et en dénonçant les injustices de la société. Nous allons voir quelques tableaux de cette époque. Voilà. Ils disent encore que le poisson est cher. Alors là, bien sûr, vous voyez tous les jours des pêcheurs à Valence et là, on voit un pêcheur moribond ses amis essaient de sauver. Et regardez le poisson.
ce, ce tableau est, d'après les critiques, d'une grande valeur picturale. Autre Margarita. Alors regardez, la scène se passe dans un commissariat de police. Et regardez la jeune femme immunité, les gardes avec le tricorne. Alors c'est un ce tableau évoque une histoire vraie. C'est une jeune femme qui avait assassiné son fils. Alors, ici, la traite des blanches. Et ici, on sent poindre quand même le début de ce qu'on appellera la luminosité sorayane. Il faut regarder les, les jupes des jeunes filles ont les couleurs de ce que l'on trouvera plus tard dans le tableau de Sorolla. Alors, un autre qui a eu un très très grand succès, c'est Serencia. Alors là, Sorolla s'est peigné sur la plage à Valence. Il voyait que tous les jours cette scène, c'est-à-dire à heure fixe, le matin et le soir, on amenait ces jeunes garçons qui étaient sûrement dans une maison de santé. Bon, ils avaient sûrement dû avoir la polio. Et on les amenait pour qu'ils se baignent dans la mer, et on pensait sûrement que ça allait leur faire du bien. Alors ce tableau a eu le premier prix à l'exposition universelle de Paris en 1900. Alors il fut acheté par une congrégation religieuse à New York, et il a été racheté, je crois, dans les années 80 par une banque de Valence. C'est le dernier tableau de cette époque de réalisme social. Ensuite, Sorolla va se tourner sur autre chose. Alors, pour Sorolla, les critiques pensent que de 1890 à 1899, c'est la période de la maturité, et de 1900 à 1910, c'est la phase de plénitude. À cette époque, il dit qu'enfin, il allait pouvoir peindre ce qui s'imprimait sur sa rétine. Sorolla était très attaché à sa famille, et sa femme en particulier, et il va la peindre de nombreuses fois. Il l'appelait Cloté. Et alors ici, voilà, le tableau en 1900, la femme en gris, ici en robe du soir, et il y a 10 ans qu'il s'est pas arrêté de tableau, et on sent poindre la fonction sociale. Clotilde est particulièrement élégante. Ici, au bord de la plage, Clotilde sur le sofa. Une familia. Bon, il a peint sa femme, mais aussi sa famille. Donc, je vous ai déjà dit, il était particulièrement attaché. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait, il avait été orphelin très tôt, mais cette famille, c'était son socle. Quand il quittait assez souvent parce qu'il était invité un peu partout dans le monde entier, mais dès qu'il pouvait, il les faisait venir, il leur écrivait, et il les avait, pour être heureux, il fallait qu'il les ait autour de lui. Alors là, c'est un tableau de famille. Alors c'est Clotilde, la fille aînée, le petit garçon et la petite Elena. Puis on voit là, on voit là Sorolla en train de le peindre, et c'est un clin d'œil au tableau de Velázquez et sur les minimes. Vous voyez la famille, mais là, Velázquez est dans le tableau en train de les peindre, quand lui est à l'extérieur.
Voilà notre tableau. Alors celui-là, je l'aime particulièrement. Ce sont ses 3 enfants, mais regardez cette petite dernière, et on a l'impression que qu'elle chancelle et on a presque envie de la tenir. Elle s'accroche à la à la robe de son petit frère, et puis bon, là on trouve vraiment la palette chère à Sorolla, et c'est blanc, et c'est rose. Il y a beaucoup de tendresse dans ce tableau. Alors, ni Mourel, ni Stiras, alors ça, là, il y a un jeu de lumière, et on dirait que la végétation euh, se mêle au personnage. C'est Clotilde et ses 2 filles. Bon, c'est un tableau qui, paraît-il, est techniquement très difficile à peindre. Alors, un chef-d'œuvre, c'est vraiment la mer. Ça, c'est un tableau qui a été peint après la naissance de leur 3e enfant. Regardez la tendresse qui émane de ce tableau. Et on note aussi le travail du blanc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une différence entre le blanc des draps, puis là, il y a une courte pointe en satin. Les 2 blancs ne sont pas différents. Regardez comment les traits tout juste esquissés, hein, le visage du bébé. Il y a une charge affective très importante dans ce tableau, et dans tous les tableaux de famille de Sorolla. Bien sûr, le soleil et la mer, c'est une constance aussi chez Sorolla, qui a passé les premières années de sa vie à Valence, et qui y reviendra très souvent. Hein. Bon, ce tableau, c'est aussi un tableau de famille. Alors, il y a la maman, le garçon et les 2 filles, mais il n'a pas été peint à Valence, il a été peint à Saraus, sur la côte atlantique, hein, pas loin de Saint-Sébastien. Là, Tagliendo del Bagno, une maman et son petit enfant. Bon, l'image n'est pas bonne. Hein. Alors ici, bon, celui-là, il est très connu parce que quand il y a une exposition sur Rolia, il y a souvent une reproduction de ce tableau sur les affiches et sur les livres que l'on peut trouver sur Sorolla. Il y a souvent cette image est je crois que c'est à Saint-Sébastien ou à Biarritz, je ne sais plus. Alors ce rôle Clotilde et sa fille aînée. Mais regardez comment la brise de la mer soulève les vêtements de sa fille, et puis regardez, elle tient son chapeau concentré à s'envoler. Voilà, le redoubleur aussi, des enfants à la plage. Alors, el balandrito ou el pequeño cotre. Il y a deux noms pour ce tableau. Alors ça, c'est un enfant nu, bronzé. Et là, ce tableau a une richesse chromatique très importante. Et surtout, on note bien sûr la blancheur de la voile. Et puis, on entend presque le clapotis des vagues, là. Ce tableau a eu un immense succès. Alors, le préféré de Sorolla, c'est celui-là. C'est Después del Bagno. Ce sont une femme qui aide une autre femme à se changer.
Alors, les effets de la lumière solaire qui filtre entre les canisses produisent un clair obscur qui illumine à moitié la scène. Même si la scène est à l'intérieur, c'est une des œuvres où la lumière soroliane est le sujet du tableau. Sorolla pensait que ce tableau était pour lui une œuvre majeure où le traitement de la lumière était le plus réussi. Bien sûr, il a peint aussi le travail des gens de la mer, hein, des pêcheurs valenciens. Il est pescador. Alors là, il faut noter quand même la différence. Et regardez toutes ces couleurs claires. Ça a été peint en 1903 et regardez. Voilà. Là, on voit bien l'évolution des couleurs claires, cette luminosité qu'il y a dans tous les tableaux de Sorolla. Alors aussi un de mes préférés, c'est le cousin la voilée, ce sont les femmes qui cousent les voiles du bateau. Alors regardez le traitement du blanc, je ne me laisse pas, là, je vais vous montrer. Regardez là, le geste du fil, de la couture. Et puis bien sûr les jeux d'ombre et des lumières. Non, alors il va y avoir un événement très important dans la vie de Sorolla. C'est en 1908 qu'il rencontre Milton Huntington, qui était un amateur d'art, mais je crois qu'il était un industriel, qui est à l'origine de la Hispanic Society of America, qui est un organisme fondé en 1904 à New York et qui avait pour finalité de défendre aux USA les lettres et les arts espagnols et de faire rencontrer les auteurs américains et espagnols. Alors, il demande à Sorolla d'effectuer une série de tableaux, l'huile sur toile, représentant les régions d'Espagne et qui devaient couvrir les murs d'une salle de 7 mètres de long et 4 mètres de hauteur. C'était énorme. Et alors, Sorolla se met à parcourir l'Espagne parce que il voulait faire un tableau qui représentait vraiment l'Espagne, c'est-à-dire qu'il voulait éviter le folklore. Alors, il alla dans les régions les plus reculées, là où on mettait encore les costumes traditionnels et là où il y avait encore des usages de vie qu'on ne connaissait pas. Alors, il se mit à voyager dans des conditions pas très confortables et loger aussi là où il pouvait. Ça a été un moment de travail intense parce que on ne lui avait donné que 5 ans pour réaliser cette œuvre. Alors ici, regardez, dans la région de Salamanque, il a trouvé des gens qui étaient encore en costume. Le Roncal, ce sont aussi nos voisins. C'est Ségovie. Pour Séville, voilà un tableau qui représentait les toreuses. Et El Pescado, ça devait représenter la Catalogne. Alors c'était son tableau préféré. Malgré la difficulté, il a dit à sa femme, malgré la difficulté, ce tableau sortira avec plus de facilité. Alors pour l'Andalousie, il a choisi aussi la pêche du thon. Alors
ce tableau a été réalisé à Ayamonte. Ayamonte, c'est une ville d'Andalousie qui est vraiment face au Maroc. Et depuis Ayamonte, on voit vraiment les côtes marocaines. Et ce tableau lui a donné beaucoup de mal. Il a écrit à sa femme: je suis fatigué de tant travailler. Ce voyage est un calvaire. Ayamonte ressemble à Tétouan. Je me sens vieux, triste, très très fatigué. Alors quand il eut terminé ce tableau, dont il avait terminé désormais son contrat avec la Hispanic Society, il passa du temps à Valence et partit avec sa femme et sa famille à Ibiza. Ah oui, oui, ça j'ai oublié de vous montrer. C'est voilà, ces tableaux qui sont maintenant à la bibliothèque de la Hispanic Society. Ouais, ouais. Et donc, je vous disais qu'il partit à Ibiza avec sa famille, mais il n'a pas du tout peint, il n'a pas pris il n'a même pas fait de dessin, il se sentait très très fatigué. Bon, il retourna à Valence et il retrouva une certaine quiétude. Il peignit beaucoup dans le jardin, il était content d'être auprès de sa famille. Et un jour, il eut un accident vasculaire cérébral et il devint hémiplégique. Et petit à petit, sa conscience disparut. Et j'ai lu des choses très émouvantes parce que sa famille l'amenait sur la plage de Valence pour qu'il voie les bateaux, les baigneurs, et espérant qu'il retrouverait un peu de conscience. Et bon, il ne retrouva jamais sa conscience. Et il mourut 3 ans après, oui, il mourut en 23. Et que sa famille aurait voulu euh, que ses œuvres, que les œuvres qu'il avait conçues pour la Hispanic Society soient suspendues vraiment un peu de temps au Prado pour qu'il puisse les voir, même s'il n'avait pas la conscience. Et ça n'a pas été possible parce que il avait signé un contrat avec la Hispanic Society comme quoi les œuvres qu'il peignait pour la Hispanic Society devaient uniquement être accrochées à la Hispanic Society et il devait même faire don à la Hispanic Society de tous les esquisses, les croquis concernant ces œuvres-là. Et bon, sa famille regretta cela, bien que n'ayant pas conscience, on ne sait pas si ça lui aurait apporté quelque chose. Donc c'est sa femme qui remit les œuvres au commanditaire et l'exposition a ouvert 3 ans après sa mort. Alors, Sorolla, quand il était à Madrid, a vécu dans plusieurs maisons, dans plusieurs quartiers, maisons, mais il s'est aperçu qu'il n'était vraiment heureux que dans les maisons où il y avait un atelier, quand il pouvait, quand il pouvait peindre avec sa famille. Et donc, il a, dans les années, en 1904, je crois, non, en 1910, il acheta un terrain à Madrid, dans le quartier La Castellana, un quartier chic, et il demanda
un architecte très connu de l'époque, qui s'appelait Enrique Repoulies, de faire les plans d'une maison, mais vous savez, il voulait très précisément une maison qui était très lumineuse, où il y avait beaucoup d'ouvertures qui permettent au soleil de rentrer. Et il a surveillé tous les détails de la construction, de son aménagement aussi. Alors, les ateliers et les appartements coexistent de manière indépendante. Et donc, on va voir. Bon, on rentre dans cette maison par un patio, hein, le patio, le patio andalou, avec le bassin octogonal. Ici, c'est ce qu'on appelle l'atelier, mais en réalité, c'est pas là où il peignait, mais c'est là où il recevait les commanditaires, ses clients. Et vous voyez sur le mur qu'il y a beaucoup de photos de famille, hein, là aussi, les photos de Clotilde. C'est parce que les tableaux concernant sa famille, très peu ont été vendus parce qu'il ne voulait pas s'en séparer. Alors dans cette maison, la particularité, tout ce qui est professionnel, les murs sont rouges pour les différencier des parties privées. Alors ici, c'est l'atelier. Et moi, je trouve très émouvant. Regardez les pinceaux, sa boîte de peinture. Parce que Sorolla peignait principalement à l'extérieur. Mais il terminait ses pinceaux, ses tableaux à l'intérieur. La salle à manger, alors la frise a été peinte par Sorolla. Il y a beaucoup de marbre. Hein. C'est une maison cochue. Alors les jardins, pour lui aussi c'était très important. Il s'est inspiré des jardins de l'Alhambra et de Generalife. Alors regardez ici comment est fourni le jardin et vous voyez les larges fenêtres qui font rentrer la lumière. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'à la fin de sa vie, il peignait son jardin, voilà les tableaux qu'il a fait, la fin de sa vie. Et j'ai mis aussi cette photo parce que je la trouve très, très émouvante. C'est à la fin de sa vie, Sorolla est malade et c'est une photo il est avec Clotilde. Alors, à la mort de Sorolla, Clotilde fut don à l'État espagnol de la maison et d'une grande partie de ses œuvres pour que la maison soit ouverte au public. Et le premier directeur de ce musée, c'est leur fils Joaquin, qui fit surélever la maison d'un étage pour y habiter. Bon, alors, pour terminer, j'ai mis un tableau peint par Sorolla du roi Alphonse XIII en uniforme des hussards, puisque nous sommes à Tarbes. Et alors c'est amusant parce que Sorolla, qui dans sa jeunesse était républicain, a eu d'excellentes relations avec le roi Alphonse XIII, donc il a fait du tableau toute la famille qui sont dans la Hispanic Société, et il a même participé, invité par le roi, à des chasses. Et quand il a eu terminé son dernier tableau pour la Hispanic Société,
le roi lui a envoyé une lettre dans laquelle il dit: «Je vous félicite pour avoir terminé cette œuvre colossale qui sera sûrement admirée par les générations futures comme la photographie de l'Espagne du XXe siècle. Avant le saut que sûrement nous ferons. Je vous embrasse, Alphonse III.» Alors, je trouve cette lettre très familière et je ne savais pas qu'il pouvait exister une telle familiarité entre le roi et ses sujets. Mais pourquoi pas? Bon, voilà. Le- Ma causerie est terminée. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé des immenses portraits, non, des très grand nombre de portraits qu'a fait Sorolla. Rien qu'à rien qu'à New York, il a fait 20 portraits pendant le temps qu'il était à New York. Il a aussi, il a aussi bon, peint Unamun, il a fait le portrait d'Unamun, de, bon, de Blasco Ibáñez, enfin de tout ce qui avait d'important en Espagne à l'heure actuelle. Bon, il disait que bon, il avait fait ses portraits, d'accord, mais que qu'il n'était pas un portraitiste. Hein. Euh, bon, il a eu, ça je n'en ai pas parlé non plus, mais un, un grand succès de son vivant et, à New York. Il y avait parfois par jour 30 000 entrées dans ces expositions. Et au cours d'une exposition où il y avait 386 tableaux, la moitié a été vendue. Et on s'amusait à calculer sa fortune. Bon, c'est moi j'ai beaucoup été intéressée par ce personnage qui, à force de ténacité, a peint comme il le voulait lui. Je crois qu'on ne l'a jamais oublié et qu'on parle encore de Sorolla, et c'est bien. Et même un, un, un journaliste espagnol était très en colère parce que en 1963, c'était bon, l'anniversaire de sa naissance. Et, et ce journaliste faisait le parallèle entre le, les manifestations qu'il y avait eu à Paris pour l'anniversaire de la naissance de la Croix, et il disait les Parisiens ont fait de grandes manifestations comme seuls savent le faire, et il avait trouvé qu'en Espagne, on n'avait pas fêté comme il se devait Sorolla. Donc Sorolla est, est encore très connu en Espagne, et le nombre de publications à son sujet sont assez importantes. Bon, merci.